Alors bienvenue dans ce nouveau chapitre où nous allons maintenant voir comment gérer les formulaires au sein de React. Alors les formulaires sont des éléments un peu particuliers parce que dans le cadre du DOM classique, ils sont capables de maintenir eux-mêmes leur propre état. C'est-à-dire que lorsque l'on va taper quelque chose dans un champ, on a une propriété value qui permet de persister l'information qui a été tapée. Or avec React, on l'a vu, React a sa propre manière, via le système de state, de gérer son état. Donc il va falloir demander à React de contrôler les choses. Alors pour vous donner un petit exemple, on va créer un nouveau composant qui va contenir notre champ. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va effacer tout ce que l'on a écrit jusqu'à maintenant, sauf la dernière partie. On va juste garder ce composant home. Donc je vais recréer ce composant home, mais cette fois-ci en utilisant l'approche classe. Donc on va faire une nouvelle classe qui va étendre de react.component. À l'intérieur, on va créer une fonction render. Donc cette fonction va simplement rendre une div qui va contenir notre champ. Donc je return une div qui va contenir notre label. Pour le label, on va avoir un attribut for. Alors faites attention, vous ne pouvez pas utiliser for comme ça, mais dans le cadre de React, on va avoir HTML for. Pourquoi? Comme pour le système de classe, for est un mot-clé du JavaScript, donc pour éviter tous les problèmes, ils ont choisi d'utiliser HTML for à la place. Donc au niveau du for, on va mettre nom. On imagine que c'est un champ qui va permettre de taper notre nom. Dans ce label, je mets mon nom. Ensuite, on va avoir un champ, donc on met ici un input de type texte. On ne lui met pas de valeur, mais par contre on lui donnera un ID, nom, et un nom qui va s'appeler nom. Donc là, je peux automatiquement fermer cette balise pour que ça fonctionne. Alors faites attention, dans le cadre de l'HTML, on peut mettre des balises comme ça, mais si vous écrivez ce code-là, vous le voyez, il vous dit non, ça ne passe pas. Donc dans le JSX, il faut nécessairement que les balises aient une version fermante ou soit auto-fermante. Voilà, ça ne fonctionne pas et ce ne sont pas les mêmes règles que l'HTML. Donc par défaut, on voit bien que ça affiche un champ, mais le problème c'est que quand on tape une valeur, on n'a aucun moyen de traquer les choses. Du coup, il va nous falloir créer un état qui permettra de savoir quel est le nom qui a été tapé. Donc on va créer un constructeur. Dans ce constructeur, on prendra en paramètre les propriétés et on appellera la méthode parente. Ensuite, on va définir notre état. Donc on va faire un setState, et on s'imagine que dans cet état, on aura le nom de la personne, et par défaut, on imagine que la valeur sera Jean. Maintenant, au niveau de mon champ, je peux utiliser dans l'attribut value cette valeur-là. Donc je ferai un this.state.nom. Donc tout de suite, vous allez remarquer quelque chose d'un petit peu étrange. Donc on voit bien que notre champ a ce nom-là. Par contre, lorsque vous essayez de taper une valeur dans ce champ, rien ne se passe. Tout simplement parce que maintenant que vous avez défini une valeur, ce champ va être contrôlé par React. Donc React va s'assurer que la valeur qui est dans le champ correspond à ce que vous avez mis dans le JSX. Donc le problème c'est que là, vous n'avez aucun moyen de changer le nom, et c'est pour ça que ce champ devient complètement bloqué. Du coup, il va falloir définir un événement qui va permettre de gérer les changements. Donc cet événement, c'est l'événement onChange. On va tout de suite appeler une autre méthode que l'on va appeler handleChange. Cette méthode, je vais la définir plus haut, donc ça sera handleChange. Elle prendra en paramètre un événement, qui sera du coup un synthetic event, et on va tout de suite faire un console.log de E. Attention, pour que this fasse bien référence à la bonne chose, dès le constructeur, on fera un this.handleChange égale this.handleChange.bindThis. Maintenant, si je réactualise ma page et que je sors mon inspecteur, donc je vais sortir ici cet inspecteur en mode console, lorsque je vais taper quelque chose, je vois que ça ne change rien, comme d'habitude, mais par contre j'ai bien mon objet avec l'événement, et dans cet objet-là, je vais pouvoir récupérer target qui sera la cible, mais je vais surtout pouvoir récupérer la valeur. Et cette valeur, il faut que je la change au niveau de l'état de mon composant, pour lui dire, bon ben maintenant que la personne a tapé Jean puis un caractère, il faut que la valeur de mon composant change pour que lui, il change le rendu. Donc au niveau de mon handleChange, je vais lui dire, il faut que tu setState, il faut que tu changes l'état, tu vas changer la valeur de nom, et tu mettras ce que tu recevras au niveau de l'événement. Donc si vous voulez récupérer la valeur, vous pouvez le faire en faisant un e.target, qui vous permettra de récupérer le champ, et ensuite value pour récupérer simplement la valeur. Donc je sauvegarde, et maintenant si je tape une lettre, on voit que le champ reflète mes changements. Donc il n'est plus en lecture seulement, mais il est modifiable. Donc dès que l'on va taper quelque chose, il va appeler cette méthode qui va changer l'état et qui va faire en sorte que le composant ici corresponde à ce que l'on attend. Donc ça, c'est ce que l'on appelle un champ qui est contrôlé via React.
Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe pour d'autres champs? Typiquement, on va prendre par exemple le text area. Un text area, normalement quand on le tape en HTML, on fait un text area, et ensuite à l'intérieur on met la valeur. Donc dans le cadre de React, ça va être un petit peu différent. Donc je vais reprendre les différentes propriétés ici. Voilà, donc ça va fonctionner de la même manière. Sauf que dans le cadre de React, un text area peut avoir un attribut value qui définit sa valeur. Et c'est ça qui permettra de changer les choses. Si je sauvegarde, j'ai maintenant mon text area avec la valeur initiale et quand je tape des choses, ça les modifie. Voilà, donc c'est la petite subtilité. Les text area ne prennent pas des enfants comme on pourrait l'attendre dans le cadre de l'HTML classique, mais ça prend une valeur. Alors maintenant, on va parler du select. Alors pour le select, ça va être un petit peu différent. Donc on va avoir un select et normalement, on aurait plusieurs options. Donc on va mettre une première option qui aurait comme valeur démo 1 et on mettrait au niveau du libellé démo 1. Donc on va en créer simplement 3. Donc on mettra démo 2 et démo 3. Dans le cadre du DOM classique, ce qu'il faudrait faire, c'est prendre une de ces options et lui mettre un attribut selected pour le sélectionner. Dans le cadre de React, ça va fonctionner complètement différemment. On va simplement ici avoir une valeur et on mettra la valeur qui est traquée par React. Donc nous ici, ça sera this.state.nom. On s'imagine que le nom par défaut, ça serait par exemple démo2. Pareil, lorsque l'on change la valeur, il faudra faire un onChange. Et là, on utilisera la même méthode qui sera this.handleChange. Lorsque l'on fera un e.target.value, ça nous renverra la valeur qui a été sélectionnée. Donc si je sauvegarde, on voit bien notre démo2 qui est sélectionnée par défaut. Mais si je sélectionne une autre valeur, automatiquement, c'est celle-là qui est sélectionnée. Si vous voulez vous en assurer, ce que vous pouvez faire, c'est, par exemple, au-dessus de votre label, mettre la valeur. Donc on mettrait ici, affiche-moi this.state.nom. Donc lorsque je sauvegarde, dès que je change une valeur, automatiquement elle change. Si votre champ accepte plusieurs valeurs, vous pouvez lui préciser ici que c'est un champ select de type multiple. Dans ce cas-là, ça va changer un petit peu l'apparence. Mais par contre, dans les valeurs que vous lui envoyez, il faudra lui envoyer un tableau. Donc par exemple, je peux lui dire, par défaut, il faut que tu sélectionnes démo 2 et aussi démo 1. Et automatiquement, là, ça va bien fonctionner. Et quand vous changez les valeurs, ça vous renvoie un tableau. Donc ici, il faudra plutôt mettre un json.stringify. C'est un tableau, hop, hop, hop. Et on mettra this.state.nom. En revanche, quand j'essaie de sélectionner plusieurs valeurs, on voit que c'est réinitialisé. Il faut faire attention, le e.target.value ne va pas fonctionner dans le cas d'un select multiple. Là, ce qu'il faudra faire, c'est récupérer l'ensemble des options qui ont été sélectionnées, donc c'est selected options, convertir ça sous forme de tableau, donc soit en faisant un array-from, soit en utilisant les spread opérateurs comme ça. Et ensuite, sur ce tableau-là, on va mapper pour récupérer l'ensemble des options. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est simplement la valeur. Voilà, donc dans ce cadre-là, si je fais une sélection multiple maintenant, ça va fonctionner convenablement. Donc faites attention à la logique du handle change ici. Enfin, le dernier point, ce sont les champs de type radio ou de type checkbox. Donc là, pour le coup, c'est plus proche de l'HTML. On aura un input de type checkbox. Et si on veut le sélectionner, on aura un attribut checked qui sera un booléen pour dire si c'est sélectionné ou pas. Donc là, on va peut-être créer dans notre state une propriété checked et on mettra que c'est true par défaut par exemple. Et à ce niveau-là, on lui dira this.state.checked. Maintenant, on aura aussi une méthode onChange qui permettra de détecter le changement. Donc on appellera ici encore une fois handleChange. Et on auto-ferme ce champ-là. Donc par défaut, c'est déjà coché, et quand on décoche, on veut que changer quelque chose. Donc là, on changera la propriété checked, mais on ne changera pas en utilisant un e.target.value, mais on utilisera e.target.checked. Voilà comment vous pouvez avoir une checkbox qui va être traquée. Donc ce que l'on pourrait faire par exemple, c'est afficher quelque chose en dessous. On imagine, mettre une div, un message affiché si on coche la checkbox. Donc de traquer ce champ permet par exemple d'afficher ce message seulement si checked est à true. Donc là on lui dira si checked, dans ce cas-là je veux que tu affiches ça, dans le cas contraire je veux que tu n'affiches rien. Maintenant ça devrait fonctionner, si ce n'est ici que c'est this.state.checked, attention.
Et lorsque je décoche la case, l'élément se masque et s'affiche. Donc vous voyez, c'est très simple de connecter des comportements aux modifications au niveau d'un formulaire. Enfin, le dernier type de champ que l'on peut être amené à rencontrer, c'est les champs de type fichier. Donc ces champs-là ne peuvent pas être contrôlés par React parce que les informations qui sont dans le champ sont disponibles en lecture seule. Donc il n'est pas possible pour React de modifier la valeur d'un input de type file. Donc par défaut, si vous avez un input de type fichier, vous pouvez greffer des événements dessus. Par contre, vous ne pouvez pas changer sa valeur dynamiquement depuis React. Ce n'est pas possible. Mais dans tous les cas, ce n'est pas possible en JavaScript de base non plus. Donc maintenant, imaginons, on a un formulaire qui contient plusieurs champs. On veut le prénom, le nom et le fait qu'on en accepte ou non la newsletter. Donc pour l'instant, on va mettre tout le code à ce niveau-là. Donc je vais créer une première div qui va permettre de tout englober. Ensuite, je vais créer une première div qui va contenir mon premier champ. Donc c'est le champ qui permettra de rentrer son prénom. Donc je mets un label, j'utilise l'attribut HTML4 et ça sera l'attribut pour le nom. Donc on mettra nom. Ensuite, je crée un input de type texte et je vais lui donner comme valeur this.state.nom, comme on l'a fait tout à l'heure. Et lorsque on change ce champ-là, je vais lui demander d'appeler la méthode onChange. Donc ça sera this.handleChange. Donc là, on pourrait se dire, je vais créer une méthode handleChange pour le nom, handleChange pour le prénom, handleChange pour la newsletter. Le problème, c'est que dans ce cas-là, vous allez dupliquer beaucoup de logique. Donc nous, on va plutôt essayer de penser quelque chose de manière très générique ici. Et on va utiliser la même méthode handleChange pour nos différents champs et aussi pour la checkbox. Au niveau de l'ID, je vais mettre nom et je vais lui donner aussi un name qui s'appellera nom. Voilà, donc là, j'ai créé mon premier champ. Et au niveau de mon état, je vais préciser une valeur initiale. Donc on va imaginer que le nom sera vide par défaut, le prénom sera vide aussi par défaut, et ensuite on aura newsletter, et on mettra false par défaut, parce que l'utilisateur n'a pas accepté la newsletter par défaut. Donc je vais dupliquer cette div-là, donc là on mettra tout simplement prénom. On n'a pas grand-chose d'autre à changer, si ce n'est que dans le state on récupérera le prénom, et ici on récupérera prénom et prénom. Enfin, dernier champ, c'est l'abonnement à la newsletter. Donc là, on mettra newsletter. Et j'ai oublié de changer prénom ici. Donc ça sera newsletter. Hop. Voilà, d'ailleurs, on mettra plutôt s'abonner à la newsletter. Point d'interrogation. Là, ça sera un input de type checkbox. Donc on ne met pas value, mais on mettra checked. Et ça sera coché si this.state.newsletter. Lorsque l'on change, on appelle aussi la méthode handleChange et on va changer son nom et son ID. Donc ici, on mettra newsletter. Donc là, on a notre formulaire. Bon, il n'est pas très joli, mais on se concentre avant tout sur le fonctionnement. Donc on aimerait bien, quand on change les choses, que ça change l'état. Et pour voir un petit peu les évolutions de l'état, juste après notre formulaire, on mettra un json.stringify de this.state. Donc lorsque je tape une valeur ici, il faudrait que ça change la valeur au niveau de nom ici. Donc au niveau de notre handleChange, on va devoir récupérer le nom du champ qu'on est en train de modifier. Donc on peut le récupérer en faisant un e.target.name. Donc ça, on va le sauvegarder dans une variable que l'on va appeler name. Ensuite, on peut lui demander de faire un this.setState et on va lui demander de changer la valeur qui correspond au nom. Donc pour cela, je peux utiliser cette notation-là. Donc je vais mettre en clé le nom du champ, donc ça sera nom, prénom ou newsletter. Et au niveau de la valeur, je mettrai un e.target.value. Et là, ça me permet de muter seulement la clé qui correspond au nom de mon champ. Donc je sauvegarde, je modifie le nom, on voit que le nom est changé, je modifie le prénom, ça fonctionne bien. Par contre, pour la checkbox, ça va poser un problème, on voit que la valeur est toujours on. Donc ce que l'on peut faire ici, c'est vérifier le type du champ par exemple. Donc on va faire un const type égale e.target.type. Maintenant on va créer une constante pour récupérer la valeur et on va lui dire si le type est égal à checkbox. Dans ce cas-là, on récupérera e.target.checked. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si c'est un champ classique, on fera un e.target.value. Maintenant, à ce niveau-là, je n'ai qu'à lui passer la valeur qui est gérée ici. Donc si j'essaie de soumettre les différentes choses, on voit bien que les valeurs correspondent à ce que l'on attend.
Donc après, on pourrait faire des traitements supplémentaires, voir si on a des erreurs, ce genre de choses. Mais vous voyez comment on peut traquer les changements faits au niveau d'un formulaire, dans un objet et au niveau de l'état de notre composant. Alors maintenant, un petit détail important, on va mettre au niveau du render un console.log de render. À chaque fois que vous tapez quelque chose dans un champ, il faut bien comprendre que ça va redéclencher un rendu. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites un changement, il appelle un setState, donc logiquement, le composant est re-rendu. Donc là, on a une logique qui est assez simple, mais il faut bien comprendre que ça demande du travail au niveau de React à chaque fois que vous faites quelque chose dans un champ, ce qui peut poser un problème en termes de performance. Donc si vous n'avez pas forcément besoin de traquer l'état de votre champ au niveau de React, par exemple vous avez un champ et vous n'avez besoin de la valeur que lorsque on soumet le formulaire, ce n'est pas forcément utile de traquer les choses. Donc là, ce que l'on a créé, c'est ce que l'on appelle des champs contrôlés, mais vous avez la possibilité de créer des champs non contrôlés. Dans ce cas-là, alors je vais peut-être laisser mon console.log de render, mais vous pouvez avoir un input de type texte et vous n'allez lui mettre aucune valeur. Et on va automatiquement le fermer. Ce champ-là est un champ non contrôlé, c'est-à-dire que c'est un champ qui est mis dans le DOM, et c'est le DOM qui est chargé de traquer la valeur. Si plus tard on voudra récupérer la valeur, il faudra récupérer le champ dans le DOM et récupérer sa valeur comme on le ferait avec du JavaScript classique. Autre petit détail, si le champ a une valeur initiale qui est définie par React, donc ça c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, ce champ va être contrôlé et il n'est du coup plus possible de le modifier. En revanche, si la valeur qui est donnée ici est une valeur nulle, dans ce cas-là, c'est comme si on n'avait pas de value, le champ n'est pas contrôlé par React et on peut taper absolument n'importe quoi. Et là, on vous dit d'ailleurs, mieux vaudrait utiliser undefined. Donc là, on va mettre undefined. Mais le mieux reste de ne pas mettre de valeur du tout si vous voulez laisser le DOM gérer l'état de ce champ-là. Enfin, dernier petit détail, on pourrait se dire, oui, mais moi j'aimerais bien mettre une valeur initiale au niveau de React et ensuite, sans forcément pour autant le contrôler. Donc dans ce cas-là, vous avez une autre propriété que vous pouvez utiliser qui est default value. Là, vous pouvez mettre une chaîne de caractères ou le résultat d'une expression React. Donc nous, on va mettre salut. Et dans ce cas-là, ça sera la valeur que prendra le champ initialement, sans forcément forcer les choses. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez taper n'importe quoi d'autre et il n'y a aucun problème. Donc si vous avez besoin de suivre les modifications qui sont faites au niveau de l'état, on utilisera des champs contrôlés. Donc il faudra nécessairement avoir un value et un onChange associé. Si vous voulez avoir des champs qui ne nécessitent pas forcément d'être contrôlés par React, il vous suffit de ne pas mettre de valeur et d'utiliser default value si vous voulez mettre une valeur initiale. Donc si par exemple vous générez un formulaire et le formulaire sera soumis de manière classique, ce n'est pas forcément pertinent de traquer les valeurs par React. En revanche, si par exemple à chaque fois que l'utilisateur tape quelque chose, vous voulez valider les données au niveau de votre composant et faire peut-être des traitements, dans ce cas-là, c'est plus intéressant d'avoir des champs contrôlés. Alors après, ici, on a écrit quand même pas mal de code, mais il faut savoir que vous pouvez évidemment séparer dans des composants dédiés. Alors je vais vous donner un petit exemple, mais on va imaginer qu'on a envie d'utiliser Bootstrap à ce niveau-là. Donc on va simplement prendre leur CSS. Alors hop, hop, hop. Donc on va sur la version 4, Get Started, et on prend simplement leur CSS. Et on va mettre ce CSS au niveau de notre index.html. Le principal problème que l'on a en général avec Bootstrap, c'est que finalement, il y a pas mal de classes et de structures que l'on doit mettre. Donc si on s'amuse pour chaque champ à mettre un class name égale form control, form group et tout ça, ça peut être un petit peu embêtant. Le gros avantage ici, c'est qu'on va pouvoir séparer dans des composants. Donc je vais pouvoir créer un composant. Donc je vais créer une classe qui va s'appeler field. Et cette classe, elle va étendre de react.component. À l'intérieur, je vais avoir simplement un render pour l'instant. Et dans ce render, je vais récupérer des propriétés. Donc qu'est-ce qui change entre les champs? J'ai le libellé qui est ici. Et ensuite, j'ai le nom du champ. J'ai besoin peut-être d'une méthode onChange et d'un value. Donc au total, j'ai besoin de quoi? Value, onChange et name. Donc au niveau de mon render ici, je vais utiliser la déstructuration. Ça me permettra de traquer un petit peu plus simplement ce que je suis censé avoir dans les propriétés. Donc là, on va avoir un name. On va ensuite avoir une valeur et le onChange. À l'intérieur, je vais retourner une div qui aura comme classe form-group.
À l'intérieur, je vais avoir mon label. Je vais utiliser le HTML for et je vais pouvoir utiliser le nom comme ID. Ou si vous voulez éviter les conflits, vous pouvez générer un ID à partir d'autre chose. Mais là, pour l'instant, on va partir du principe qu'on fait ça simplement. Et dans ce label, je mettrai le libellé. Pour l'instant, je ne sais pas comment je vais passer les choses. Ensuite, je vais avoir un champ qui sera donc un champ de type texte. Ça, pour l'instant, ne le change pas. Je vais préciser que la valeur sera la valeur qui me sera envoyée par le composant parent. Je vais avoir un onChange et je vais faire appel à la méthode onChangeParent, donc qui est envoyée par les propriétés. Je vais lui donner un ID qui sera donc le name et je vais lui donner un name qui sera le name. Comme ça, là, ça me permet de créer la structure de base. Je vais aussi pouvoir lui donner un class name et je mettrai form-control. Et j'auto-ferme ce champ-là. Donc j'ai maintenant ce petit composant que je vais pouvoir réutiliser. Donc à ce niveau-là, quand je veux créer un nom, je peux faire simplement un field. Je lui donne comme name nom. Je vais lui donner un value et ça sera this.state.nom. Je vais lui donner le onChange comme on le faisait pour le input de type classique. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment passer des propriétés qui sont des callbacks. Et ça c'est très intéressant parce que ça vous permet d'envoyer des informations vers les composants enfants. Et après, je n'ai pas besoin de lui passer d'ID ou quoi que ce soit d'autre. Automatiquement, ça va être géré par ce champ-là. Et ensuite, je ferme ça. Donc on va enlever le reste pour l'instant. Et je vais réactualiser. Donc automatiquement, on voit bien, on a ici un champ qui est bien formaté avec la structure HTML de base de Bootstrap. On va peut-être mettre ici une classe container, juste pour le principe. En revanche, au niveau de ce champ, j'aimerais bien préciser un libellé. Donc soit on met ici un label, et à l'intérieur on met un label, soit on peut se dire, ça serait peut-être pertinent d'avoir directement un enfant, et on mettrait le nom. Et ensuite on fermerait notre champ. Dans ce cas-là, au niveau des propriétés, il faudra lui dire, attention, je veux en plus le children, les enfants donc de ce champ-là, et je vais mettre les enfants directement ici. Et hop, comme ça, on a maintenant la possibilité de créer des champs rapidement, et beaucoup plus simplement qu'auparavant. Donc je peux avoir un champ pour le prénom, donc ça sera ici prénom, et je mettrai prénom. Après, hop, je continue, et je vais avoir en dessous un json.stringify, et je vais juste stringifier l'état pour vous montrer que ça change bien les choses. Donc lorsque je change le nom, ça change le nom, et là, ça change le prénom. Il y a juste un petit détail, hop, ici c'est prénom. J'ai mis un accent, ça ne passera pas. Pour la partie checkbox, là il faut réfléchir. Est-ce que l'on crée une condition ici, c'est-à-dire qu'on rajouterait dans les propriétés un type, et suivant le type, on changerait la structure, ou est-ce qu'on se dit, on crée un autre champ qui s'appellerait checkbox? Alors là, il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise réponse, c'est à vous de voir suivant la structure de votre élément. Donc dans le cadre de Bootstrap, la structure HTML est tellement différente que je me dis que pour l'instant, le plus simple serait de créer une classe différente, un nouveau composant. Donc si vous avez des composants comme ça qui n'ont besoin de rien, vous pouvez les définir simplement comme des fonctions, c'est plus rapide. Là on pourrait avoir, au lieu d'avoir tout ce truc-là, une fonction qui s'appelle field. Cette fonction, elle prendrait en paramètre les propriétés, qu'on peut déstructurer dès le début comme ça. Et ensuite elle retourne la div. Vous voyez que la syntaxe est un petit peu plus simple. Donc je vais juste réindenter ça convenablement. Et on va dupliquer ce composant-là pour créer un composant checkbox. Ce composant, finalement, il va avoir besoin des mêmes propriétés. Là, la div n'a pas la classe form-group, mais c'est form-check dans le cadre d'une checkbox. On a l'input qui se situe avant le label. Ensuite, lui, il recevra effectivement une valeur, mais il devra l'utiliser pour définir si on check ou non. Donc là, on dira checked. L'input sera de type checkbox. Et il aura comme classe, donc c'est juste la classe que l'on va changer ici, form-check-input. Au niveau du label, on mettra une classe particulière qui sera la classe form-check-label. Alors j'ai choisi ici de mettre value plutôt que checked pour garder une signature qui est à peu près similaire entre field et checkbox. Mais après, libre à vous de changer ça si ça ne vous convient pas. Maintenant, si je veux une checkbox pour changer les choses à la fin, il me suffit ici, hop, de mettre
checkbox, de mettre un name, donc c'était newsletter. Value, on utilisera this.state.newsletter. Et onChange, on utilisera la même méthode. Donc là, je vais carrément tout dupliquer. Et on mettra s'abonner à la newsletter. Et pouf, comme ça, on aura notre système de petites checkbox. Ça permet de simplifier la structure de notre composant principal en séparant la logique dans des sous-composants. Et là, vous le voyez, vous avez un formulaire qui a une apparence plutôt sympa sans forcément trop charger cette partie-là. Alors le principal inconvénient que l'on aura systématiquement avec les champs, mais ça on ne peut pas y couper, c'est qu'il faudra nécessairement préciser value et onChange. Sinon, le champ ne peut pas être contrôlé par React, et du coup, il faudra gérer les valeurs directement en manipulant le DOM. Donc là, vous le voyez, ça nous permet vraiment de créer des composants avec une petite logique et qui permet de gérer à la fois la logique et l'apparence, et ça permet de simplifier le code que l'on a ici. Alors peut-être une dernière chose, si on veut compléter notre exemple, on aurait normalement un bouton. Donc là, on va créer un bouton. Donc on ferait un button, on lui donnerait comme classe btn et btn-primary, et on mettrait envoyer. Pour que ce système fonctionne, on aurait ici un formulaire. Donc je remplace ma div par un formulaire. Et peut-être ce bouton, je l'entourerai d'une div qui aura la classe form-group. Ah, il auto-complète pas. Donc tant pis, div className égale form-group. Et ensuite à l'intérieur, je mets mon bouton avec envoyer. Ça me permettra juste d'espacer un petit peu plus par rapport à la newsletter. Bon, ça n'a pas l'air de bien marcher, mais ça n'a pas l'air de bien marcher dans les exemples de Bootstrap non plus. C'est pas grave. Maintenant, au niveau de ce formulaire, si je veux écouter la soumission, il me faudra un onSubmit. Et là, on aura une méthode qui s'appellerait this.handleSubmit. Cette méthode, je vais aller la créer. Elle prendra en paramètre l'événement et elle fera un e.preventDefault pour empêcher la soumission classique de notre formulaire. Tout de suite en haut, je vais faire un this.handleSubmit égale this.handleSubmit.bindThis, histoire d'avoir toujours le bon contexte. Maintenant, à ce niveau-là, ce que je pourrais faire, c'est stringifier les résultats et les envoyer en Ajax par exemple à notre serveur qui ferait le traitement. Donc là, on ferait un const data égale json.stringify et on peut directement stringifier l'état parce que c'est l'état qui contient l'état de notre formulaire. Je fais un console.log de data et lorsque je teste les choses, alors là il me sort juste une petite erreur ici parce que j'ai oublié de mettre className au lieu de classe. Donc je modifie les choses, je clique sur envoyer et on a bien ici notre JSON. Et il sort toujours mon erreur, j'ai laissé un class quelque part, ici aussi. Faites bien attention à ça. Hein. C'est vrai quand on a l'habitude de travailler avec l'HTML, c'est un petit réflexe à prendre. Et là, une fois que le formulaire serait soumis, donc il faudrait mettre un petit brin de logique, on pourrait s'imaginer réinitialiser les données pour pas que l'utilisateur puisse resoumettre le formulaire. Donc on ferait un this.setState, on remet les valeurs initiales, on pourrait sauvegarder ça dans une constante, mais peu importe. Et dans ce cas-là, ça va automatiquement réinitialiser les champs parce qu'ils sont contrôlés par React. Et ça donne ça. Donc voilà un petit exemple de manipulation de formulaires et de champs en utilisant React. Donc vous voyez, ce qui est intéressant, encore une fois, par rapport à de la manipulation de DOM classique, c'est que finalement, notre centre d'attention, ce n'est plus le DOM, où il faudrait traquer les valeurs, modifier les valeurs, revider les champs, mais c'est cet état-là. On définit notre fonction qui dépend de notre état, et la seule chose que l'on a à faire dès qu'on a besoin d'écrire un brin de logique, c'est simplement changer l'état, et c'est React ensuite qui s'occupe du reste pour nous. L'autre gros avantage, c'est la capacité d'utilisation de composants qui nous permettent de mieux séparer notre code. Donc là, on a des composants réutilisables qui permettent de générer des champs avec Bootstrap, et automatiquement, on peut les utiliser au niveau de notre composant principal. Donc à force, avec le temps, vous allez vous créer une sorte de collection de composants qui vont vous permettre d'accélérer votre développement. Ou aussi, utiliser des composants tiers qui sont déjà fournis par d'autres personnes. Alors du coup, ce que je vous propose, c'est dans le prochain chapitre de faire un petit TP pour voir si tout ce que l'on vient de dire ici est bien assimilé. Donc je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre.